Plus difficile. Le problème facile à résoudre, c'est que on n'a pas assez de chaises. Mais c'est pas grave, vous allez rester debout. Le problème difficile à résoudre, c'est qu'on a besoin de silence. Alors, même celles qui sont debout au fond de la salle, si vous voulez bien, s'il vous plaît, faire un silence absolu, puisque nous allons tout de suite commencer. Non, on ne peut pas commencer avec un brouhaha comme celui-là. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le Rav Ben Chetrit d'être venu, de nous soutenir dans ce projet. Mais je vais lui faire un aveu au Rav Ben Chetrit. Je vais t'expliquer que c'est beaucoup grâce à toi. Parce qu'un jour, on s'est rencontrés, je ne sais plus à quelle occasion, et tu m'as fait une réflexion, je ne vais pas dire devant tout le monde parce que j'ai un peu honte, mais tu avais raison. Et depuis, ça me trotte dans la tête, et c'est vrai que finalement, je suis d'accord avec toi, on ne fait jamais assez pour les célibataires. Maintenant, puisque je parle des célibataires, j'ai un petit mot à leur dire, enfin ceux et celles qui sont là ici ce soir. C'est qu'en fait, je dois vous avouer quelque chose. Vous allez être le sujet de la soirée, mais ça ne veut pas dire que c'est à vous qu'on va parler. D'accord ? Il y a la différence entre parler de quelqu'un et parler à quelqu'un. Alors évidemment, comme apparemment il y a eu un problème de communication, vous êtes les bienvenus, et donc pour rester avec nous ce soir. D'ailleurs, Ben Chetrit a eu la gentillesse d'accepter, après le chiour qu'il va donner ici, de s'adresser à vous, ceux qui le désirent et celles qui le désirent, dans la synagogue. Et une fois qu'il aura terminé son chiour ici, je prendrai la parole pour entrer dans le vif du sujet et expliquer exactement en quoi consiste le projet que nous allons vous présenter. Mais d'abord, l'importance et l'urgence de ce projet, et cela, le Rav Ben Chetrit saura sûrement le dire beaucoup mieux que moi. Merci de votre attention. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors il y a tellement d'ambiguïté dans cette soirée que même moi je ne sais pas de quoi je dois parler. Surtout que je dois reparler après. Bon, Rabbi Yaakov, avec la Rabbinite Tel Kiev, ils ont pris cette initiative extraordinaire de mettre en place un programme, comme ils vont vous expliquer, pour aider la création de couples, Bezat Hashem, dans la Kedusha, la Tahara, la Simcha. Et cette logique-là, d'aider en fin de compte quelqu'un à construire quelque chose, dans n'importe quel domaine de la vie, ça passe toujours par 4 étapes. Alors je vous donne une image qui a été donnée par Ben Chetrit. À l'époque, il donnait beaucoup de cours, si vous l'avez connu. C'est que quand on veut construire un pilier, vous savez, vous allez dans un parking d'immeuble. Moi, je suis toujours impressionné par la dimension puissante de la physique ou des domaines. On va dans un parking d'immeuble et on voit des piliers. Maintenant, tout l'immeuble, il pose sur les piliers. Alors, j'ai parlé avec des ingénieurs béton, des architectes, de comprendre la chorma de la puissance du pilier. Comment on fait un pilier? C'est quoi un pilier? Alors, pour faire un pilier, il y a 4 étapes. Première étape, on prend des planches. Elles ne sont pas très belles, elles ne sont pas très jolies, c'est pas très grave. On va faire 4 panneaux. Les 4 panneaux, on les met ensemble, ça fait un cadre. Après, dans ce cadre, on va mettre à l'intérieur des barres de fer qui font 3 cm de diamètre, toute la longueur du pilier. Ensuite, on va couler du béton à l'intérieur, mais du béton armé. Ça veut dire du béton qui contient du gravier. C'est très très lourd, c'est très fort. On va le laisser couler. Après, on va faire vibrer le béton. Ça s'appelle du béton vibré. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait de l'air à l'intérieur du béton. Parce que de l'air à l'intérieur du béton, des années plus tard, ça crée des conflits de chaleur, ça crée des failles dans le pilier.
Après, on laisse sécher pendant 21 jours. C'est ça le shiur, al-pi Kabbalah. Ouais. 21 jours. Et au bout de 21 jours, on enlève le cadre et le pilier, il est fait. Super. Alors moi, je me suis servi de cette image pour dire qu'à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, que ce soit de créer un couple, ou de créer un projet, ou de faire teshuva, ou de changer, n'importe quel projet qu'on a, il faut toujours passer par ces 4 étapes. D'abord, il faut un cadre. Oui, il faut un cadre. Le cadre, c'est ce qui va permettre de laisser les choses à l'intérieur des choses. Maintenant, tu as la misguérette de la yeshiva, tu as le cadre de l'école, il y a le cadre du foyer, d'accord, il y a le cadre de la famille. N'importe quel cadre, il va maintenir la chose à l'intérieur. C'est pour ça que très tôt, les enfants qui sortent de la misguérette, ils tournent mal, parce qu'on a besoin du cadre. Après, à l'intérieur, on va mettre des barres de fer. Les barres de fer, c'est les résolutions. Les résolutions qu'on prend dans un projet, les résolutions qu'on prend dans un couple, les résolutions qu'on prend dans la teshuva, il faut qu'elles aillent d'un bout à l'autre du pilier, d'un bout à l'autre du projet. Après, dedans, il faut coller du béton. Du béton, c'est quoi? Il faut de la Torah, il faut de la Torah, il faut de la Torah. Mais il faut du béton armé. Vous me suivez ou... Ouais, du béton armé. Ça veut dire du béton qui date du mont Sinaï. Très très fort. Parce qu'il y a du folklore, il y a de l'ambiance, il y a des idées, il y a des idées reçues, il y a du folklore, du tminik. Il faut mettre une Torah solide, forte. Il faut une Torah forte à l'intérieur du couple, une Torah forte à l'intérieur de la teshuva, une Torah forte à l'intérieur du chinour, béton armé. Après, il faut vibrer. Ça veut dire qu'il faut aussi des sentiments. Il faut que la personne elle soit heureuse dans sa teshuva. Il faut qu'elle soit épanouie dans son couple. Que ce ne soit pas simplement un mariage de raison. Il faut de la vibration. Et après, il faut laisser sécher. 21 jours. 21 jours pour le béton, 21 ans pour un enfant, 210 ans pour un peuple. C'est long le séchage. Quand il est sec, le pilier, vous pouvez enlever le cadre. Il n'y a pas de problème. Vous me suivez ou... Quand l'enfant il est bien éduqué, il peut aller faire un stage à Hong Kong, il n'y a pas de problème. Il va rester bien. Quand le couple il est solide, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller en Ouzbékistan, faire des études, il n'y a pas de problème. Quand la tchouva elle a été bien faite, il n'y a pas de problème. Il ne va pas changer, il ne va pas craquer, il ne va pas... Pourquoi? Parce que le cadre, rappelez-vous que l'importance du cadre, c'est fait pour encadrer. Non, ça a l'air débile comme ça. Mais il y a une personne, elle a été dans une exposition. Elle voit un tableau, 28 000 euros. Bon, un beau tableau. Deuxième tableau, 37 000 euros. Ah. Troisième tableau, 144 000 euros. Quatrième tableau, 382 000 euros. Mais il est bizarre. Il est blanc. Maintenant, avec l'art contemporain, c'est très difficile de savoir. Parce que des fois, les gens, ils sont nuls, mais comme on leur donne du talent, du coup, ils deviennent bons. Ouais. Ça s'appelle des artistes contemporains. Mais non. Le gars, il dit quand même, c'est quand même bizarre. 382 000 euros, il s'approche, il regarde la toile, il dit, tiens, elle est chutzpah, il la touche, elle est neuve. Elle n'a jamais été peinte. Oui. Il va voir le responsable de la galerie, il dit, excusez-moi, j'ai dit, ok, 28, ok, 44, ok, 150, mais la 382 000 euros, et la toile, elle est blanche, mais c'est complètement débile de vendre un tableau neuf à ce prix-là. Il a dit, non, vous n'avez pas compris. Là, c'est pas le tableau qui est à vendre, c'est le cadre. Vous n'avez pas compris. C'est dommage, parce que j'ai une tête à raconter des histoires. J'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Donc, le cadre, c'est ce qui t'encadre. Mais le cadre, il a été fait pour que tu peignes le tableau. On t'a mis dans une très bonne yeshiva, mais il faut que tu peignes ton tableau. Ouais. On t'a donné un homme, une femme, on t'a payé la choupa, on t'a donné un travail, un appartement. Mais il faut que tu fasses ton couple, il faut que tu peignes ton tableau. Maintenant, le cadre ne peut pas remplacer le travail du tableau. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sont dans le bon cadre. Ils sont dans le bon quartier. Des fois, ils sont dans la bonne rue parce qu'entre le haut de la rue et le bas de la rue, c'est tout un bike vegan, d'accord, ouais. Donc, on a besoin comme ça d'être dans le cadre. Mais attention, attention. Parce que les gens qui n'existent que grâce au cadre et qui n'ont pas profité du cadre pour peindre le tableau, un jour, même le cadre, ils ne peuvent plus l'encadrer. D'ailleurs, ils sortent du cadre. Vous me suivez? Oulala. Donc, oulolo, sinon, pour les Ashkenazis. Ouais, d'accord. Donc,
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vie, on va fabriquer des piliers, on aura besoin du cadre. On aura besoin des résolutions très très fortes. On aura besoin d'une Torah très très... laisse béton, du béton de haute qualité. On aura besoin des vibrations, oui, on aura besoin des sentiments, c'est normal, on n'est pas des machines. Et après, il faut laisser sécher. Oui, il faut laisser sécher. Laisse sécher. Non, parce que les gens, ils se marient juste à la sortie du séminaire. Je dis, attends un petit peu. Laisse sécher. Tu vas voir qu'est-ce qui t'est resté du séminaire après que tu as travaillé 6 mois. Ouais. Laisse sécher un petit peu de te mettre en situation 2. Laisse sécher un petit peu d'aller gagner un petit peu d'argent. Continue à étudier, continue, mais va faire un petit travail. Comme ça, tu vas sentir, quand ton père il donne 1000 shekels, qu'est-ce que ça veut dire? Donc toi, tu crois que c'est normal. Ça veut dire la valeur des choses par rapport au fait qu'on a passé un process. Ben, c'est exactement pareil. Si la personne, elle a un projet d'essayer d'accompagner quelqu'un dans la fabrication, en fin de compte, de ce pilier. Parce qu'un couple, c'est un pilier. Vous me suivez ou non? Un projet, c'est un pilier. N'importe quel domaine, c'est un pilier. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On accompagne des gens dans la fabrication des projets. Maintenant, il dit le Rav Dessler, Arotzel et Hashpia al-Acherim, Tsarich liot be'atzmo shalem. Celui qui veut influencer les autres, il doit lui-même être complet. Maintenant, on ne parle pas de complet. Maintenant, ça y est, il est gadolador. Non, sinon, il n'y en aura pas beaucoup qui vont le faire. Ouais. Non, complet, ça veut dire qu'il a des pieds, il a des jambes, il a des bras, il a une tête, il a un cœur, il a un tronc. Les bras, c'est la force d'agir. Ouais. Les jambes, c'est les soutiens. Vous savez que les jambes sont beaucoup plus fortes que les bras. Ce que vous poussez avec les jambes n'a rien à voir avec ce que vous pouvez tirer avec un bras. C'est très puissant. Donc ça, c'est les soutiens, c'est les piliers. C'est pour ça que l'ange de Esav, il a frappé les pieds, il a frappé la cuisse, parce que c'est l'endroit le plus solide, mais c'est aussi le plus fragile. Après, il faut la tête. Il faut que la personne ait une tête bien faite, une force de décision. Il faut qu'elle ait un sentiment, c'est-à-dire elle ait une capacité d'humaniser ses réflexions, sinon elle devient un ordinateur. Et il faut qu'il y ait un tronc qui réunit le tout. Parce que tu vois, des gens, ils ont la tête, ils n'ont pas les jambes. D'accord? Il y en a qui ont la force d'agir, mais ils n'ont pas la force ils n'ont pas de soutien moral. Il y en a qui ont des principes très fermés, mais qui n'arrivent pas à réagir. Pourquoi? Ça s'appelle la maladie des intellectuels. Ça s'appelle l'indécision. Oui? Parce qu'il envisage tellement de possibilités qu'à la fin, il ne fait plus rien. Donc la personne, elle doit avoir les bras, elle doit avoir la tête, elle doit avoir le cœur, elle doit avoir le tronc qui réunit le reste. Ça s'appelle se recentrer. Maintenant, si on a le projet d'aider des gens à devenir comme ça, et je pense que chaque parent, il y pense, et chaque époux, il y pense, alors il faut quand même imaginer que pour pouvoir transmettre cette notion-là, et on a compris que ce n'est pas de la yédia, ce n'est pas de la connaissance, parce qu'il faut savoir qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. Une fois, je suis rentré dans un commissariat, le gars, il m'a dit enlever la kippa, c'est un signe ostentatoire. J'ai dit, vous voulez pas que j'enlève le nez aussi? Et néanmoins, j'étais moi-même. Donc ça veut dire que la personne... Non, je vais faire quelques blagues quand même, c'est pas sérieux à ce point, non? C'est-à-dire que la personne, vous avez compris maintenant, elle se construit, elle se développe, elle s'épanouit, et au fur et à mesure qu'elle existe, Akadosh Baruch Hu l'aide à participer à des systèmes. Comme Hachem il t'a donné des enfants, ça veut dire qu'il pense que tu peux reproduire un certain modèle qui se trouve être toi. Ouais. Il t'a fait épouser quelqu'un dont le défaut majeur est de te ressembler. Il s'appelle l'époux. C'est pour ça qu'elle te cherche l'époux. D'accord? Mais c'est ça l'idée, c'est qu'une personne, elle a en face d'elle quelqu'un, et avec elle va grandir. Et avec elle va construire un cadre. Et ça sera le même process, parce que tu vas créer le cadre de la famille. D'accord? Tu vas mettre de la Torah à l'intérieur. Il y aura des engagements l'un envers l'autre. Ça sera toujours le même principe. Mais encore une fois, quand tu veux le faire pour l'autre, tu vas apporter à l'autre, tu veux développer pour l'autre. Alors il faut avoir un petit peu l'esprit que ce combat-là, il a déjà été mené à l'intérieur. Comme j'ai dit déjà quelques centaines de fois, qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. De la même manière, quand on se marie en général avec une personne du sexe opposé. C'est très important. Oui. Maintenant, pourquoi c'est important? Alors qu'on sait que le fœtus, à l'intérieur du ventre de sa mère, il est bisexe. Ça veut dire que le garçon, il y a de la fille en lui, et la fille, il y a de l'homme en elle. Les fœtus sont bisexes, et après ils deviennent ou hommes ou femmes.
Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait des fœtus masculins et des fœtus féminins? Parce que comment toi tu vas te rapprocher de quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne contiens pas? Donc il y a des dimensions féminines chez l'homme, ça s'appelle la créativité, ça s'appelle l'initiative, ouais. Et il y a des dimensions masculines chez la femme, ça s'appelle la structure mentale, la force d'affirmation. Donc il y a du masculin et du féminin chez les deux. Après Hachem il te fait rencontrer quelqu'un et toi maintenant tu vas construire avec elle. Maintenant il y a deux types de couples. Il y a des couples qui sont complémentaires et des couples qui sont par mimétisme. Mais en général, c'est très bizarre, mais les couples qui s'aiment, ils se ressemblent. Vous avez remarqué ça? Les gens, vous êtes frères et sœurs? Non, on est mari et femme. Oh, pourtant la différence d'âge. Bon, alors maintenant, c'est quoi l'idée? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que deux personnes, ils sont l'un en face de l'autre. Oui? Et ils vont comprendre qu'ils vont grandir ensemble, ils vont évoluer ensemble. Pourquoi? Là aussi, on a encore besoin de 4 étapes. C'est comme un examen que tu passes en 4 étapes. La première année, en 4 années, la première année, il faut obtenir 5 UV. 5 UV, ce ne sont pas des niveaux de bronzage, hein, vous savez, d'accord? La deuxième année, il y a 10 UV. La troisième année, il y a 6 UV. La quatrième année, il y en a 4. Maintenant, si la première année, sur les 5, tu n'en as eu que 2, il t'en manque 3. Donc la deuxième année, tu n'en as plus 10, tu en as 13. Maintenant, manque de peau, la deuxième année, tu étais amoureuse, donc tu t'es pas concentré. Ouais, tu en as eu 1 par erreur. Ouais. Donc il t'en manque 12. La troisième année, il y en a plus 6, il y en a 18. La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. Vous me suivez? Ou ta capacité intellectuelle, ton niveau spirituel, ta relation avec Hachem, ta relation avec l'argent, avec les parents, avec la limite, avec les examens, avec le stress, avec le regard de l'autre. Normalement, c'est des choses qui doivent être réglées en tant que célibataire. Je sais que ça va vous sembler un petit peu bizarre, parce que quand tu vois le niveau de gaminerie de certains khatan, tu dis mais il n'est même pas né. C'est pour ça que tout le monde l'appelle le poisson, puisqu'il est pas né. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, c'est des choses qu'elle doit acquérir avant. Moi, pour vous dire une petite anecdote personnelle, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'angoisser pour le mariage. Mais pas anxiogène. Angoissé de dire, oh, c'est des grands choix. Oui, et si je suis Brel 6 mois avant de rencontrer quelqu'un, et en plus je m'appelle Jacques, comment je vais faire? Ouais. Donc, restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord, mais c'est ça l'idée. Que la personne, elle commence très tôt à se préparer. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'on va lui présenter quelqu'un qui lui ressemble par mimétisme ou qui est complémentaire. Si vous allez dire, si on n'a pas fait le travail, c'est pas grave. Si vous n'avez pas fait le travail en tant que célibataire, vous en faites pas. Tout ce que vous n'avez pas travaillé en tant que célibataire, vous l'épousez. C'est la Gemara. Le premier, la Hamoud bête, c'est-à-dire même quelqu'un de pas très intelligent, le premier Hamoud Aleph du Daf Bet de Sota, il dit mes avgim l'adam les fi ma'asav. Et c'est quoi un ma'asé? Un ma'asé, c'est le profil de ce que tu es. Parce que quand on fait un ma'asé, on fait un acte, oui, c'est l'expression de notre profil intérieur, qui est l'expression de notre volonté. Donc mes ma'asim me donnent mon relief, mes ma'asim me donnent ma définition. Donc les fi ma'asav, c'est-à-dire que tout ce que tu as acquis, on va t'envoyer quelqu'un qui n'a plus besoin de te mettre à l'épreuve sur ça. Et tout ce que tu n'as pas travaillé, on va te mettre à l'épreuve avec quelqu'un qui va t'obliger à le faire. Donc celui qui ment tout le temps, il va épouser quelqu'un qui ne ment jamais, ce qu'on appelle le guinam, ou qui ment plus que lui. Il va devenir fou. Oui. Le radin, qui a mis des années à être référencé sur barredefer.fr, c'est un site internet qui a été créé par le président d'une certaine ville du Maroc, mais on va pas la citer. C'est un gars qui croyait au miracle, qu'on n'est pas obligé de payer. On est obligé de payer, mais cette idée-là, que tu vas épouser ce que tu n'es pas devenu en tant que célibataire. Vous me suivez? Donc maintenant, tu dois travailler ton couple, plus tes midotes. Et moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, je peux vous dire qu'il y a très peu de couples qui ont des problèmes de couple. Les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Donc le gars, il n'a pas confiance en lui, il va lui dire « tu es nul ». La femme, elle n'a pas coupé de cordon ombilical, elle va dire à son mari « tu parles trop à ta mère ». C'est des transferts, les 3/4, c'est des transferts. C'est presque basique, pour pas dire linéaire, pour pas dire primaire.
D'ailleurs, si vous avez quelques notions de zoologie, ça va beaucoup vous aider. Mais c'est quoi l'idée? Bah oui, parce que quand le Ani se mélange avec le mâle, ça s'appelle animal. Ça s'appelle que tu t'identifies au Yetzirah qui est en toi. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que ce que je n'ai pas travaillé en tant que célibataire, je vais l'épouser. Ce que je ne travaille pas en tant que couple, ne t'en fais pas, tu vas l'accoucher. 3e année. Je sais même pas pourquoi il rigole, c'est traumatisant. Ça veut dire que tu te retrouves en face de toi avec le résultat de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. De ce que tu es devenu et de ce que tu n'es pas devenu. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus ce qu'ils pensent. Grave erreur. Il y en a qui pensent qu'ils sont devenus ce qu'ils disent. Très grave erreur. Ouais. Il y en a même qui pensent qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Très grave erreur. Ça prend des années pour devenir ce qu'on est censé être. C'est marqué Vayadata Ayom Ve'ashevota El Levavecha. Tu seras aujourd'hui et tu graveras, tu rapporteras dans ton cœur. Et le cœur, c'est pas les sentiments. Le cœur, c'est l'essence de l'être. Toujours Rav Dessler, il dit Alev ou Ametsiout. Le cœur, c'est la réalité. Alev, c'est Merkaz Adam, il dit le Maharal de Prague. Akol novia me Alev. Im Alev nachon adeot nechonot. C'est-à-dire que ce que tu es, c'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que tu espères être, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, il n'y a que toi qui le sais. Pour peu que tu ne sois pas atteint de mythomanie. Oui. Mais si tu te regardes et tu te jauges et tu te juges, tu sais exactement où tu en es. Maintenant, si tu sais où tu en es, tu vas comprendre que le reflet dans le miroir que tu retrouves en face de toi, ce qu'on appelle la personne que tu as épousée, elle va te ressembler. Encore une fois, ou par mimétisme, ou par complémentarité. D'accord? L'autre, pourquoi elle m'oblige tout le temps à me lever? Mais parce que tu ne te lèves pas. D'accord? Et toi, pourquoi tu es en train de te saouler pour la sniout? Peut-être tu as un problème avec la sniout. Ça veut dire quoi l'idée? Ça veut dire que chacun, l'un en face de l'autre, il va se retrouver exactement avec ce qu'il fuit. Et rappelez-vous que les choix qu'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au-devant du choix. Ils vont au-devant de la réalité. Ils vont au-devant de l'évolution. C'est ça, ça Maraline Bakodesh. Que tu es tout le temps dans une dynamique de t'améliorer, de grandir, de te développer. Et c'est connu que quelqu'un qui est occupé à faire des compliments, il n'a pas l'ouverture d'esprit de penser à critiquer. Et celui qui est dans une dynamique d'agir, puisque c'est marqué à Osek, ma mitzvah, patour, nous les avrechim, patour mina avera. Vadaï qu'il est patour de la mitzvah, mais il est aussi patour de la avera. Ça veut dire que celui qui est Osek à 100%, comme là-bas dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il est Osek beyadaïm, dans les mains, il est Osek dans la halicha, ou v'latecha baderer, et il est Osek b'machashava, en makom la avera. Parce que déjà, en makom les mitzvah chiret, alors que le sheken, il n'y a pas de makom pour la avera. Maintenant, si toi tu trouves du temps encore pour faire des avérotes, si tu trouves du temps pour critiquer, si tu trouves du temps pour te prendre la tête, ça veut dire yesh makom. Yesh makom. Maintenant, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable du fait que ça te pénètre. Ce que je m'excuse de dire pour les gens qui pensent que la Torah est un fer à cheval, un porte-bonheur. Personne ne connaît le programme. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Je sais, Chas Shalom, simsilenu, simsilenu. Ok. Tu peux manger des téfilines, faire des infusions de mezuzot, mais tu ne peux jamais savoir ce qui va t'arriver. Maintenant, puisque tu ne peux pas maîtriser la réalité qu'Hachem va t'envoyer, il y a une seule chose que tu peux faire. C'est préparer la personne qui va l'accueillir, qui se trouve accessoirement avec toi. Donc tu peux renforcer ta émouna, tu peux renforcer ta clarté, tu peux renforcer ta simcha, tu peux le faire. Et quand elle va arriver la tempête, il y a une digue. Ouais, quand elle va arriver la tempête sur le couple il est solide. Quand il va arriver la tempête de l'éducation, vous savez qu'un enfant, il passe par deux crises. C'est deux périodes, c'est 14-18 et 39-45. Ce qu'on appelle la guerre mondiale. Ou la crise d'adolescence, c'est comme vous voulez. Ouais. Maintenant, quand vous vous mariez, si Dieu veut, vous êtes enceinte le soir du mariage, vous savez que dans 14 ans, ça va être la guerre. Oui ou non?
les gens qui ont d'expérience. Pourquoi la femme juive porte la perruque? Parce qu'elle n'a plus de cheveux, à cause des nerfs. Le mari, lui, il se les arrache. C'est ça les bons parents. Les bons parents, c'est pas des gens qui sont parents une fois par an. Et bien, si vous comprenez ça, donc vous comprenez que ce travail-là, de passer par l'étape célibataire et l'étape mariée, et ensuite l'étape parent, parce que les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir en face de les enfants. Tout le monde connaît ce Ramban du Da'at HaKdusha qui dit Ikar Azera Mahashava, ouais, que le principal constituant de la semence, c'est la pensée, et la Mahashava, c'est l'essence de l'être. On ne parle pas de la Mahashava, de la Hashkafa, genre ce à quoi tu penses, c'est-à-dire l'activité neurologique, oui, la capacité cognitive. Non, ça c'est rien ça. On parle de ce que tu es dans ton essence. Ce que tu es dans ton essence, ça veut dire pas ce que tu penses penser, ce que tu penses. Pas ce à quoi tu penses, mais ce que tu penses. Une fois un rave, enfin un concurrent, il m'a dit, je comprends pas. J'enseigne des choses et les gens ils font pas teshuva. J'ai dit, tu veux que je te dise quelque chose? Tu le prends pas mal. J'imagine que tu as les midotes au moins aussi longues que ta barbe. Oh, c'est pas évident. Alors je dis, écoute, je pense que tu enseignes pas ce que tu penses. Tu enseignes ce que tu penses devoir penser. Toi, tu fais copier-coller des Chachamim, copier-coller de la Gemara, copier-coller du Rav Dessler. Mais si tu n'as pas intégré ça, ça veut dire que tu ne le penses pas. C'est pour ça que Rav a mochel al kevodo, kevodo machoul. Si un Rav il est mochel sur son kavod il est machoul. La Gemara dit comment il peut être mochel, c'est le kavod de la Torah, c'est pas son kavod à lui. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Torah dilé. Torah dilé. C'est sa Torah à lui. C'est pour ça que c'est marqué Zichron Torah Moshe Avdi. Mais je comprends pas, c'est la Torah de Dieu ou c'est la Torah de Moshe? C'est la Torah d'Hachem. Mais après, toi, tu as travaillé sur cette Torah, tu as intégré cette Torah, tu es devenu cette Torah, et maintenant, tu vas transmettre cette Torah. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le fil téléphonique, tu fais le fil de cuivre. Qu'est-ce que tu fais? Copier-coller. Tu transfères le email. Le email de la yeshiva, tu le transmets maintenant au Bachorim. Tu n'es pas là pour transférer. Il faut que tu le dises dans tes mots à toi, avec ta Torah à toi, avec ton expérience à toi, avec ton vécu à toi, avec toi. Maintenant, vous croyez que c'est seulement le rave avec l'élève, mais c'est pareil avec les enfants. Tu ne peux pas exiger d'un enfant une chose que toi-même tu n'as pas acquise. Parce qu'à quoi ça sert de lui dire ne regarde pas ça, c'est pas joli, après toi il te surprend en train de regarder des choses qui ne sont pas jolies. À quoi ça sert de lui dire tu sais combien je paye l'école, révise la Mishnah, alors que toi il ne te voit jamais avec un livre ouvert? Ça veut dire que l'enfant, c'est l'obligation pour le parent de devenir adulte. Donc la vie, elle t'a obligé à être adulte en tant qu'enfant de tes parents. Après, elle t'oblige à être adulte parce que c'est toi qui dois rassurer ta femme. Ve'uim sholba. Après, il t'oblige à être adulte parce qu'il faut maintenant que tu sois le parent de tes enfants. Donc à chaque fois que tu passes d'une étape à l'autre, tu deviens en fin de compte de plus en plus solide, de plus en plus kayam, de plus en plus existant. Le Rav Yerucham Halevi, il développe beaucoup ça, à plusieurs endroits. C'est très très intéressant. Que le Kiyuma Adam, quand on dit que quelqu'un il existe, d'accord, ça veut dire qu'il est Metsiouti. Moi par exemple, j'étudie un petit peu la Torah. Moins que vous, parce que je voyage beaucoup. Mais je fais un grand travail que les Chazal que je connais, j'essaye de leur donner une Metsiout. Pas que Chaz Shalom, il y a une idia et il y a la vie. Ce qui est une notion jésuite pour ceux qui connaissent le catholicisme. Ouais. Chez nous, la Torah, c'est la vie. Alors, quand est-ce que la Torah elle devient vivante? Quand tu la vis. C'est pour ça que quand on enterre le Talmid Chacham, on l'enterre avec un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on dit? Ki yemze maché katouf basé. Il a accompli celui-là, c'est ce qui est marqué dedans. Ah, et tu dis, bon, et alors qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Oui, on n'est pas tous enterrés avec un Sefer Torah. Alors c'est marqué Ashri Miché Balekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au Lamaba, Vetalmudo Beyado, son étude dans la main. Il y a deux lectures. Il y en a qui pensent que ça veut dire que tu dois connaître toute ton étude par cœur, puisque là où on va t'interroger. Ouais. Et le Rabbi Hananel, il a une autre pirouche. Il dit, Talmudo Beyado, c'est que la personne, elle est devenue ce qu'elle a appris. C'est pour ça qu'à Brisk, oui, à Simchat Torah, il levait le Rav.
au lieu de lever le Sefer Torah, il levait le Rav. Vous me suivez ou non? Ce qu'a dit la Gemara dans Makot, regarde ces ignorants qui se lèvent devant le Sefer Torah et ne se lèvent pas devant le Rav. Mais encore une fois, attention, il faut que le Rav, il soit devenu ce qu'il a appris. Maintenant, Rav, il y a le Rav, il y a le Rouv, il y a le Rav, il y a le Rav. Ok. Mais on est un peu tous le Rav de quelqu'un. Parce que toi, en tant que parent, tu es le Rav de tes enfants. L'homme, il est le Rav de sa femme, la femme, elle est le Rav de mari, parce que chacun, il est en même temps élève et enseignant de l'autre. Oui? Toi, tu es le Rav de ton voisin. Quand tu lui dis, vous savez, ça se fait pas. Ou le contraire, que tu l'invites alors que lui, il fait la tronche. Ou tu lui dis bonjour, tu es resté français malgré ta alia. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous Rav de quelqu'un. Mais encore une fois, on a dit, avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, tu vas éduquer l'enfant qui est en toi. Donc avant d'être le Rav de quelqu'un, tu vas être le Rav de toi-même. Alors comment on appelle être le Rav de soi-même? C'est le moussard. C'est quoi le moussard? C'est pas une marque de moussard rasé. J'ai eu une grande discussion avec un ami qui est très très racham, très talmid racham, et qui vraiment connaît beaucoup dans la Torah et qui est un grand ilouï dans une très très grande yeshiva américaine. Il est venu me voir, on a parlé combien de fois de l'Ashkafa et de Inyanim et de... Parce que moi je parle devant beaucoup de gens, mais moi personnellement, avec qui je parle? C'est compliqué. D'accord? Il m'a dit, finalement j'ai réfléchi, tu as raison, il faut faire du moussard. Il était contre. Surtout dans notre génération. Ouais. Parce que les gens, ils ne veulent pas faire du moussard. À l'Yeshiva Ktana, on dit qu'il ne faut pas les saouler. À l'Yeshiva Gdola, ils n'ont pas le temps parce que c'est juste l'heure d'aller fumer une cigarette à boire vite. Et au Kollel, ils ont tellement d'Alacha et de Gemara qu'ils n'en font pas. Et ils se retrouvent avec bien arade des midot de goy. Ouais, parce que moi je vois dans le Shalom Bayit, je dis, mais attends, mais t'as pas honte de faire ça? Le gars, il te dit, ah. Ou alors ils ont besoin de se détendre, donc ils vont regarder des films parce qu'ils ont besoin. Donc avant de finir le smicha, il va se taper un bon western. Ouais. Caché, bien sûr. On ne parle pas, Hazbi Shalom, de... Ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a un moment, on perd les repères. Maintenant, si on ne travaille pas sur ces repères, si on ne fait pas, même ton téléphone, il fait des mises à jour. Et toi, tu ne fais pas une mise à jour de ta Torah, tu ne fais pas une mise à jour de tes midot, tu ne fais pas une mise à jour de ton couple. Pourquoi il y a l'anniversaire de mariage tous les ans? C'est pas pour compter les années, puisque de toute façon, tu as pris perpète. Donc c'est pour faire un bilan de l'année d'avant et une projection de l'année prochaine. Comme Rosh Hashanah. On va te juger l'année d'avant pour te donner les moyens de l'année prochaine. Oui? Eh bien c'est exactement pareil. Chaque personne qui va s'inscrire dans cette logique-là, d'aider à créer un couple, c'est énorme. C'est une responsabilité incroyable. Moi, j'ai à peu près 6 demandes par jour. J'ai dit, je peux pas. Parce que je me dis, oui, vous voyez tellement de gens. Je rencontre beaucoup, mais je côtoie peu. Oui. Mais surtout, c'est parce que c'est une grande responsabilité. Donc, d'un côté, il faut être très, très, très réfléchi. Et d'un autre côté, il faut être cinglé. Parce que quand tu vas être cinglé, oui, alors la Siyata d'Ishmaël va venir. Il va te venir de dire pourquoi pas. Et tu les vois les deux, tu dis, et hop, Hachem, il t'a envoyé un message. C'est une maladie, c'est une ma'ala. Ça s'appelle Nia. Il y a des gens Nia, qui sont Nia. Ouais. Et ben, Hachem, ça s'est très bien sorti. Ouais. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que d'un côté, il y a un travail à faire, une construction, et d'un autre côté, il y a une idbatlout de soi-même, de laisser au bon Dieu faire ce qu'il a à faire. Alors comment on va trouver le compromis entre le fait qu'il faut être hyper performant et en même temps hyper absent? Ouais. Eh bien, le compromis, ça s'appelle que tu ne feras jamais plus qu'une proposition. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes élèves depuis 25 ans. Ouais. C'est que dans la vie, même moi, par exemple, j'enseigne la Torah. D'accord? J'enseigne. Enfin, la Torah. Il y en a qui disent que c'est de la Torah. D'accord? Donc, j'enseigne. Maintenant, que tu sois performant, chacham, profond, rigolo, intelligent, mais tu ne pourras jamais faire plus qu'une proposition. Après l'autre, avec cette proposition, il peut faire quelque chose avec. Oui? C'est pareil. Tes enfants, tu leur proposes un modèle de famille, tu leur proposes un chinour. Et l'autre, il peut prendre ou pas prendre. Maintenant, si toi tu dis non, il est petit, je ne vais pas lui faire une proposition. Je vais lui faire une imposition.
Sachez que les enfants qu'on stresse, ils deviennent hypocrites. Et les enfants à qui on fait confiance, ils deviennent autonomes. Il faut juste décider si tu veux générer des hypocrites ou des autonomes. Parce que quand tu lui mets le stress, il va faire comme toi, il va faire semblant. Ça va faire un club de faire semblant. Mais toi, tu veux pas qu'il fasse semblant. Toi, tu veux qu'il soit devant l'épreuve et qu'il soit remède dans l'épreuve. Oui. Maintenant, pour ça, il faut il intègre la chose. Alors, au début, il l'a reçu en tant que moracha de ses parents. Et si Dieu veut un jour, il devient Altikre moracha et là, meurasa. Maintenant, il va se marier avec la Torah. Il va pas avoir seulement l'héritage de ses parents, il va avoir lui-même, il va assumer cette femme-là qu'il a épousée, qui s'appelle la Torah, qui s'appelle la maturité, qui s'appelle la responsabilité. Il va le faire. Ou alors il va appeler sa mère, il va dire, maman, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai 44 ans et elle ne m'écoute pas. Ma fille, vous savez quelle est la 8e bracha qu'on fait au Sheva Brachot? Il y a combien? Il y a Sheva Brachot. Mais la 8e, c'est quoi? La 8e bracha des Sheva Brachot. Vous la connaissez pas? Debrasek. Débrouille-toi. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Rav Israël de Sarcelles, je l'ai entendu dans une choupa. Mais quel bracha? Débrasek. Débrouille-toi. Maintenant, moi, on t'a fait la yeshiva, on a subi tes redoublements, tes nerfs, tes crises d'ornouna, on t'a appris le métier, on t'a trouvé la kala, on t'a marié. Débrasek. Va. En plus, tu étais pressé. Ça veut dire que tu es pressé de rentrer dans la guerre. Vas-y. Vas-y maintenant. Va apprendre. Va éviter les cicatrices. Oui. Mais l'idée, c'est ça. Donc maintenant, si quelqu'un rentre dans cette logique-là, qu'en fin de compte, on ne fait pas plus qu'une proposition. Moi, des centaines, ils me disent, Rabbi Chetri, j'ai fait tchouva grâce à vous. Je fais, t'as pas fait tchouva grâce à moi, parce que dans le même shiur, il y en a un qui a rigolé pendant 1h30, et l'autre, il est devenu Talmid Chacham. Alors, c'est le même shiur. C'est tout ce que tu as fait toi avec le shiur. C'est pas ce que moi j'ai fait avec le shiur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une proposition. Vous, c'est exactement pareil. Oui, vous allez vous inscrire dans une logique de dire, mon mari, ma femme, je ne peux pas lui faire plus qu'une proposition. Je vais essayer d'être le meilleur possible, le plus disponible, le plus sympathique, le plus halou, le moins psychorigide, oui. Et l'autre, elle peut prendre ça et grandir ou dire non, de toute façon, t'es hypocrite, t'es comme mon père, t'es comme ma mère. La névrose, ça existe. Exactement pareil avec le shidour. Quand on va mettre en situation, on va réfléchir, on va analyser, on va prier. Vous savez que moi, avant chaque conférence, je prie. Pourtant, j'ai un peu d'expérience. C'est le Péléyoetz qui dit ça. Et tu vois, Metsioud. Parce que quand tu vois que les résultats sont plus grands que la Ishtadlout, tu as bien compris à un moment que ça ne vient pas de toi. Exactement pareil. Quand tu vois que tu as des enfants normaux, alors que nous deux, on est des fous, Non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en même temps faire un grand effort. Et pour l'effort, il faut avoir confiance en soi. Mais pour le résultat, il faut avoir confiance en Dieu. Donc, et ça, c'est le paradoxe de la Torah. À chaque fois, on t'oblige à vivre dans un équilibre bizarre. Ouais. Comme tu dois aller faire le traitement, mais en même temps, tu sais que Dieu y soigne. Et tu dois ouvrir le magasin, et tu dois organiser la vente, et tu dois briefer les vendeurs, mais tu sais que c'est le bon Dieu qui fait rentrer les clients. Et tu te casses la tête dans le Rabbi Akiva Eiger, mais tu sais que c'est Dieu qui va t'envoyer Matana, la compréhension. Alors tu dis, pourquoi je me casse la tête? Parce que s'il n'y a pas de belle kiboule, s'il n'y a pas de boîte aux lettres, où on va envoyer le courrier? Donc la logique, c'est ça. C'est que cette mission, elle est énorme, elle est extraordinaire. Cette initiative qui a été prise par le Rav et la Rabbanite, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, je ne sais pas s'il faut féliciter quelqu'un d'autre, c'est une très très grande mitzvah, d'accord? Et comme c'est Jbouchou qui est mes avec Zivukim, donc quelqu'un qui va rentrer dans ce projet, il va devenir Shutaf la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit, ce qui est quelque chose d'énorme. Et encore une fois, d'un côté, c'est une responsabilité qui peut être paralysante, ou alors, ça peut être une initiative tellement belle qu'elle peut te faire oublier le poids de la chose. De la même manière qu'il vaut mieux se marier jeune, parce que quand tu attends longtemps, tu commences à trouver tous les défauts, parce que quand vous prenez 2 boules de terre glaise, vous les mélangez, vous pouvez les mélanger bien et faire ce que vous voulez avec. Ouais. Mais si vous prenez 2 assiettes en faïence, peintes et cuites, et vous essayez de les mélanger,
Tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, elle te dise « tu m'as brisé le cœur ». C'est normal, puisqu'elle était en faïence. Et ça, c'est un proverbe tchécoslovaque. J'avais lu ça quand j'avais 10 ans, 12 ans. Ne jette jamais la pierre à ton voisin quand ta maison est en verre. En anglais, on dit mziana. Ça veut dire que si tu te sais fragile, ne sois pas agressif, parce qu'il y a des retours de manivelle. Par contre, sois agressif avec toi-même, sois intolérant avec toi-même, mets-toi en situation d'analyse, mets-toi en situation de travail sur toi, fixe-toi des dates et des programmes et des niveaux et des défis et n'aie pas peur. Et si quelqu'un va dire, ah ben alors à ce moment-là, la vie c'est un combat, oui, c'est vrai, oui, mais tu as la satisfaction. Maintenant, a priori, la Torah, elle propose la joie et la société, elle propose le plaisir. Maintenant, la joie, c'est la satisfaction d'être et le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. La différence entre finir une Gemara et finir un paquet de Candy Planet. Là, tu as eu du plaisir et là, tu as de la satisfaction. Maintenant, comment tu sais que c'est de la satisfaction et c'est de la joie? Parce que tu es sorti grandi. Si tu vois que tu n'es pas sorti grandi, c'est que c'était du plaisir. Mais attention, il y a des gens qui prennent du plaisir là où il faudrait avoir de la satisfaction. Et le contraire aussi. Qui prennent de la joie dans ce qui restera en fin de compte juste de la bouffe. Finalement, c'est que de la bouffe. Tu dis, oui, mais c'est vraiment... on appelle ça gourmet. Nous, on appelle morphal. Moi, je suis sûr. Mais alors, c'est la culture de Esav. Maintenant, si nous-mêmes, on devient maintenant des artistes du superficiel, au point qu'on ne veut plus mettre que du Zara sous prétexte que c'est une avoda. D'accord? Alors, il ne faut pas être des artistes du superficiel. Parce que le jour où on va arriver à l'essentiel, ça va être très très dur. C'est pour ça que je dis toujours, si tu as l'occasion entre l'escalator et l'escalier, prends l'escalier. C'est pourquoi? Parce que des fois, l'escalator, il ne marche pas. Maintenant, un escalator, c'est comme un escalier. Vous savez, les marches, elles font la même taille. Mais quand tu arrives devant l'escalator qui ne marche pas, tu as le soupir de la mort, le dernier souffle, comme ça tu fais. Oh, bon, Al-Sara. Mais c'est un escalier. Oui? Donc, moi je le fais depuis des années. Je ne prends pas l'escalator, je prends l'escalier. Des fois, les pauvres, les goïms, ils me disent, mais monsieur, prenez l'escalator. Je dis non. Il me dit pourquoi? Je dis des fois, il ne marche pas. C'est vrai. Des fois, le premier enfant, c'est un escalator. Attention, parce que le deuxième, ça va être l'escalier. Peut-être le troisième, ça va être une falaise. Donc, tu sais quoi? Ne prends pas l'escalator. Et c'est pareil. Ne cherchez pas la facilité. Ne cherchez pas à faire porter le poids de votre évolution personnelle aux autres. D'accord? N'attendez pas que la vie, elle fasse le travail à votre place, ou que le bon Dieu Bessia Tadishmaya, il vous évite d'avoir à faire ce pourquoi vous êtes venu au monde. Ouais. Donc, mettez-vous dans le challenge, mettez-vous dans le combat, allez-y, n'ayez pas peur, parce que c'est là que vous aurez les vraies satisfactions. Alors, rappelez-vous qu'un escalier, il y a une face raide et une face plate. La face raide, c'est l'effort que tu fournis, la face plate, c'est la satisfaction obtenue. Donc, il est gentil, le bon Dieu, il n'a pas mis la satisfaction à la fin de la vie, sinon il y aurait eu beaucoup de suicides entre-temps. Ouais. Chaque étape, chaque épreuve, elle te donne une satisfaction, mais elle te demande un effort. Maintenant, il y a une grande question, après je vous laisse réfléchir sur ça, dans tous les domaines de la vie. Est-ce que le résultat obtenu, attention, c'est ce qu'on a atteint grâce aux efforts qu'on a fournis, ou le résultat, c'est juste qu'on a profité de l'opportunité de faire des efforts? C'est trop compliqué. Vous voulez une histoire du Baal Shem Tov? Bon. Vous avez compris ou non? Je répète. Est-ce que le résultat obtenu, c'est quoi? C'est comme le shalom, par exemple. Les gens ils disent, oh, vous savez, on a travaillé, Baruch Hashem, on a le shalom. Mais réfléchis bien, que ce qui a fait le shalom et ce qui entretient le shalom, c'est justement le travail que tu fais pour le shalom. Parce que les attentions, la douceur, la gentillesse, la finesse, la solidarité, la communication, c'est ça le shalom. Donc le shalom, c'est la dynamique du shalom, c'est pas le résultat des efforts fournis. Exactement pareil dans tout. D'accord? Si tu vas t'arrêter en disant « Ah, Baruch Hashem, je suis grand. Ah, ça y est, maintenant je suis reconnu. Maintenant je suis ça, maintenant je suis ça. » Alors, tu es foutu, déjà. Oui?
On y a déjà la pierre tombale pour marquer les compliments. Une fois, un rav que j'estime beaucoup, il m'a demandé de parler dans sa yeshiva. Et moi, j'ai parlé, à la fin, j'ai pas pu me retenir, j'ai pris 10 minutes, j'ai fait du shvar du rav. Qu'est-ce qu'il m'a dit le rav à la fin? Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à mon espède. Non, c'est vrai qu'en général, ça n'arrive qu'une fois. Je parle pas du espède que vous avez quand vous rentrez en retard à la maison. Non, je parle de... D'accord. Donc cette logique-là, vous avez compris, qu'on a le temps de s'asseoir, on a le temps de se reposer. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais on est quand même fatigué, on n'a pas la santé, et on n'a plus l'âge, faites attention. Faites attention. C'est pas le travail qui est fatigant, c'est la fatigue. C'est pas le danger qui est dangereux, c'est la peur. Oui. Donc à chaque fois que moi je m'engage dans une dynamique de productivité, de travail et d'évolution, en fin de compte j'ai des vraies satisfactions. Même moi les gens ils me disent, mais Rabbi Chetrit, j'ai vu votre programme, vous étiez à New York, après la semaine d'après vous êtes revenu à Paris, vous êtes parti en Israël, après vous êtes revenu parti à Los Angeles, après vous êtes revenu, vous êtes parti à Montréal. Comment vous faites? Je dis moi, la vérité, j'ai aucun mérite. Parce que quand tu as vu ton père, Zichron Libracha, 9 heures par jour sur une machine à coudre en train de faire des blousons, prendre l'avion, c'est un kiff. Si vous ou non. Donc si nos enfants nous ont vu faire des efforts, pour eux ça sera facile de faire des efforts. Mais si nos enfants nous ont vu essayer tout le temps d'éviter les efforts, soit en transférant les efforts sur l'autre, soit en trouvant des systèmes pour éviter de les faire, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire eux? La même chose. Ils ne vont pas faire d'efforts. Ouais. Donc maintenant, si vous avez compris ça, vous avez compris que le projet de ce soir, il est énorme. Ouais. Et que Bezrat Hashem, il va être mené avec une Siyata Nishmaya extraordinaire. Parce qu'il vient d'une bonne initiative, il est dans la Gdusha, dans la Tahara. Donc ça va très très bien se passer. Mais je dis seulement qu'il faut être dans cette dynamique de travail. Maintenant, de la même manière, quand vous allez essayer de créer un couple, de mettre les gens en situation de faire quelque chose, suivez ce process. Parce que c'est un process. Ouais. Et après un maximum que vous aurez fait, après toutes les shtadlouyot que vous aurez fait, le plus que vous aurez fait, c'est une proposition. Donc ne soyez pas déçus du résultat parce qu'il ne vous appartient pas. Ne croyez pas que vous maîtrisez la situation parce que vous avez fait 2 ans d'études de psychologie. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, ça m'a beaucoup aidé. Bah oui, parce que quand tu fais 10 ans d'études, il y a au moins 9 ans que tu apprends des choses fausses, puisque c'est la dernière théorie qui est retenue. Donc tout le reste, c'est faux. Ça fait une masse de faux pour faire du vrai. Donc je vous souhaite une grande aslacha, beaucoup de Siyata Dishmaya, et que Be'ezrat Hashem, très très vite, on entende des bonnes nouvelles de cette initiative. Maintenant, au niveau organisation, Rabbi Yaakov, il va essayer de vous expliquer ce qui va se passer. Mais moi, j'ai pas compris. Bien. Alors je sais pas qui est responsable du Masgan, mais si vous pouvez l'éteindre, parce qu'apparemment il fait trop froid. Bien, alors sur le shiur de Rav Ben Chetrit, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est qu'il était magnifique.
comme d'habitude, Baruch Hashem, enrichissant. Et je le remercie. La deuxième, c'est qu'il faut quand même que j'essaie de vous remonter un peu le moral. C'est pas si grave le mariage, parce que la somme d'exercices que vous nous avez donné à Ben Chetrit a de quoi nous occuper pendant très longtemps. Et en fait, l'objectif de ce soir, mesdames et messieurs, c'est justement de former des couples. Premièrement, je suis vraiment très heureux que vous soyez aussi nombreux. Ça veut donc dire qu'on ne s'est pas trompé de cible et que vous êtes au moins d'accord avec nous sur la nécessité, l'importance et l'urgence d'éteindre le masgam parce qu'il fait vraiment très froid. Non, ça, moi aussi, j'essaie d'être lourd. De se marier, et quand on a le bonheur de l'être, d'aider les autres à se marier. Il y a encore quelques semaines, je dois avouer que je connaissais très mal la rabbinite Elkrieff. Enfin, c'est pas une performance, Je la connaissais juste parce que l'on disait d'elle. J'avais eu l'occasion d'assister à des événements qu'elle avait organisés. L'honneur même d'y participer. Et voilà qu'un jour, elle m'a choisi comme cible. Elle a tenté de me joindre. J'aurais dû répondre tout de suite, je vous dis la vérité, parce qu'elle ne m'a pas lâché. Et en fait, la détermination de la rabbinite Elkrieff, ça fait partie de ce qui la caractérise. Et je dois dire que lorsque vous m'avez parlé de ce problème des mariages, problème qui m'est très cher et auquel je suis très sensible, j'ai été très touché de voir votre sensibilité devant le désarroi, devant la metsuka, la détresse de tous ces gens, jeunes, moins jeunes, quel que soit leur parcours, qui n'arrivent pas à se marier. C'est un problème contre lequel j'essaie moi-même de lutter depuis de très nombreuses années, beaucoup ici peuvent en témoigner, mais vous avez eu l'idée, parce que c'est la vôtre, de développer cet outil que nous allons essayer de vous présenter en espérant, comme disait Laura Ben Chetrit, que notre suggestion soit retenue. C'est vrai que se marier, c'est pas facile. Être marié non plus, mais ça, il faut pas leur dire. Se marier, c'est pas facile. C'est marqué dans tous les textes. Tout le monde connaît la Gemara. Dans Sota qui dit, vous l'avez cité tout à l'heure, cette partie de la Gemara, enfin, pas cette phrase, Caché zivugo chez la dame qui kriyat yamsouf. On compare dans cette Gemara le zivoug à l'ouverture de la mer Rouge. Quel rapport? Le peuple juif, notamment parce qu'on a traversé la mer Rouge. Parce que dans la vie, pour devenir, il est indispensable de traverser des étapes, des expériences. C'est-à-dire qu'on se donne des objectifs, il faut les atteindre, mais beaucoup plus que cela, il faut les traverser. Mesdames et messieurs, je pense ne pas me tromper en affirmant que tous les gens qui ne sont pas mariés et qui rêvent de l'être
sont arrivés au Chidour. Ils ont rencontré, ils ont essayé de se marier, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Alors qu'est-ce que nous on peut faire pour les aider à traverser cette étape? Rappelez-vous que le mot traverser est à l'origine du mot ivri, qui est la première dénomination du peuple juif. C'est-à-dire que c'est capital. Je me rappelle de cette plaisanterie sur laquelle mon père, à la vache à l'homme, aimait beaucoup revenir. Je sais que depuis elle a circulé pas Béchem Omro, mais c'est pas grave. Il disait la différence qu'il y a entre partir à filiale anglaise et filiale juive. Il dit que filiale anglaise, c'est partir sans le dire, et filiale juive, c'est le dire sans partir. Un juif, il vous dit au revoir 50 fois, et il est encore là. Et il nous le disait parce que quand on venait lui rendre visite à l'hôpital, et qu'on avait du mal à partir, on lui disait au revoir une fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, on me disait alors, tu m'as déjà dit au revoir. Bon, il en a rajouté un 3e entre-temps. Il a dit partir à la marocaine, je ne sais pas si vous connaissiez. C'est partir fâché, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais ça veut dire qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de passer, de franchir l'étape. Vous voyez, on aimerait dans la vie être entre les deux. Je crois pouvoir dire que beaucoup de ceux qui sont encore célibataires rêveraient finalement d'être mariés et célibataires. Et on va leur expliquer que c'est pas possible. Que dans la vie, eh oui, il y en a d'autres qui sont mariés qui aimeraient bien aussi, donc il n'y a pas de raison que certains réussissent et d'autres non. Mais pour être sérieux, c'est pas possible. Il faut la avoir. Et ce la avoir là, dans la Torah, on nous en dit un mot qui est très puissant. Puisque lorsque les Juifs sont devant la mer Rouge et qu'elle ne s'est pas encore ouverte, et que Moshe Rabbeinu, le plus naturellement du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Ma titzak elai, daber et bene Israël ve'isao. Pourquoi tu pries? Mais dis-leur d'avancer. Et moi, je vous pose une question. Quoi? Il y a mieux à faire que de prier? Quel est le célibataire qui rêve de se marier, qui n'a pas prié? Quel est le parent qui rêve de marier son enfant, mais qui n'a pas prié? Et voilà que la Torah dit, mais Matitzak Elai, dis-leur d'avancer. Vous avez des enfants pas mariés? Mais dites-leur d'avancer. Et comme la mer Rouge, elle va s'ouvrir, les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. J'ai presque envie de dire que finalement, ils n'ont pas tellement besoin de nous. Mais en fait, cette panique qui a été la nôtre devant la mer Rouge, elle nous rappelle un petit peu ce désarroi de ce mariage leur échappe et risque de leur échapper définitivement. Non. À propos d'eux aussi, il est dit dans la Guémara que 40 jours avant la naissance ou la conception, Akadosh Baruch Hu a déjà décidé pour qui la fille d'un tel est destinée. Donc tous les éléments sont là. Mais voilà que il y a ici des gens qui vont se reconnaître, qui ne sont pas conscients de leur capacité à être chatran. En français, entremetteur ou entremetteuse. D'accord? Déjà le mot chatran, il fait peur. Alors entremetteur, c'est vrai, c'est très angoissant. Alors mesdames et messieurs, c'est exactement ce qu'on va essayer de définir. On a l'obligation, la responsabilité de faire notre maximum pour que les gens se marient. Vous connaissez tous des gens qui ne sont pas mariés. Vous connaissez tous des gens qui connaissent des gens avec qui justement on pourrait organiser des rencontres.
Il suffit juste d'être sensible à cela. Maintenant, je reconnais que c'est pas facile. J'avoue, personnellement, à un titre personnel, je connais du monde, pas moins que d'autres, et j'ai pas ce réflexe, franchement. Pire que ça. Quand ma femme me dit, tiens, tu sais, j'ai pensé organiser... je dis, mais laisse tomber, mais aucun rapport. Et puis aujourd'hui, il y a des gens, je sais pas s'ils sont là, qui peuvent prouver que j'avais tort. Entre-temps, ils ont eu plusieurs enfants, dans Hachem. Tout simplement, j'ai peut-être pas cette intelligence, vous voyez, ce sens. Mais ça, c'est pas une excuse. Et finalement, ce que je veux pas, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on reste chacun dans notre coin et qu'on se dit je suis capable ou je suis pas capable, j'ai ce réflexe ou j'ai pas ce réflexe. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et rappelez-vous que si le mariage est comparé à l'ouverture de la mer Rouge, il y a une autre chose qui est comparée à l'ouverture de la mer Rouge. C'est la Parnassa. Et si un voisin à vous, quelqu'un que vous connaissiez, n'avait pas de quoi manger, vous le laisseriez tomber? Eh bien, c'est la même chose. Autour de vous, il y a des gens pas mariés, et on ne peut pas se permettre de les laisser tomber. Attention, je ne suis pas en train de les victimiser, de les plaindre. J'en fais pas des miskénim. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup ici, et je n'ai pas honte de dire ce que je dis. Mais je dis tout simplement que le principe du chidour, c'est le troisième élément. Le jeune homme est là, la jeune fille est pas loin. Et puis, les choses veulent, la Shem a voulu, que chez nous, les shidouchim ne se font pas tout seuls, on ne se marie pas à deux. Les jeunes gens, les jeunes filles, ne sont pas censés se connaître. J'en profite pour en recadrer certains. Ok? Et que, même s'ils croient des fois qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, il faut qu'ils sachent que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas d'après la Torah. Et voilà pourquoi ceux qui ne sont pas encore mariés, nous, on a cette responsabilité. Alors, mesdames et messieurs, et là je m'adresse à tous les célibataires, encore une fois, je ne pense pas que cette formation vous concerne, à vous. Peut-être que certains passages, oui, je ne sais pas. Nous allons en reparler avec la rabbinite Elkiriev, c'est pas sûr. Peut-être que certains d'entre vous, oui. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais expliquer en quoi consiste, si Dieu veut, les différents shiurim que nous allons essayer de vous présenter. Tout d'abord, le meilleur moyen de convaincre les autres de se marier, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Ben Chetrit, c'est d'être soi-même un exemple. J'avoue que si un jeune homme ou une jeune fille célibataire est approché par quelqu'un qui est très malheureux en couple, et ça se voit, d'accord, il va croire que finalement, celui-là il va accomplir ce que la Gemara dit, Tsar de Tzibur Khatine Chama, il veut pas être seul dans sa galère, donc il veut que le maximum de personnes le rejoignent. D'accord? Donc finalement, notre réflexion a porté sur la chose suivante. On va essayer d'expliquer à travers cette formation, à travers cette série de shiurim, d'abord qu'est-ce que c'est que le mariage. Même si vous êtes beaucoup ici à ne pas avoir besoin de leçons, ou en tout cas c'est ce que vous pensez. Je suis très à l'aise parce que c'est pas moi qui vais donner les shiurim. On a tous besoin de leçons. Mais il est évident que les plus jeunes en ont encore plus besoin. Un couple marié depuis 1 an, 2 ans, il n'est pas tout à fait une assiette en faïence, il est une terre glaise qui est en train de durcir. Ok? Donc c'est le moment. C'est le moment. J'ai raconté que moi, personnellement, quand j'étais jeune marié, j'ai suivi une série de shiurim par un rave, qui était d'ailleurs passionnant. Et je me rends compte, au fil des années qui s'écoulent, à quel point ce que j'y ai appris m'apporte. J'ai pas dit m'a apporté. M'apporte. Dans mon couple, dans ma vie, dans les conseils que je peux donner aux autres, dans ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et je suis sûr que
je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors tout d'abord, dans le mariage, ce qu'il va falloir expliquer, donc maintenant je vais citer les différents sujets. J'ai fait exprès de diviser les sujets en deux parties. Tout d'abord, on voudrait expliquer la valeur d'un mariage selon la Torah, qui est date Moshe ve Israël. Ok, un mariage, ce n'est pas une association. Un mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après la Guémara citée plus haut, pour les Juifs, pour les Béné Israël, le mariage il est caché qu'Kriyat Yam-Souf. Les Chachamim m'expliquent que pour les Goïm, c'est pas comme ça que ça marche. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils ne sont pas privilégiés, au contraire. Chez nous, le mariage est une valeur. Kedat Moshe ve Israël. Je suis toujours ému quand j'entends cette phrase. Vous avez des Khatanim qui sont complètement ignorants. On leur explique juste les rudiments de ce qu'ils doivent faire, mais ils disent avec beaucoup de ferveur, en mettant au doigt de leur kala la fameuse bague, Kedat Moshe ve Israël. Je m'engage à ce que notre couple soit selon le modèle de Moshe d'Israël. Vous vous rendez compte à quel point cette phrase nous dépasse et pourtant on va essayer de s'y coller. Donc il y a des choses à savoir. Deuxièmement, dans le processus d'une roupa, à un moment, le khatan, vous l'avez constaté, ou peut-être vécu, donne une ketouba à la kala. Vous savez ce que c'est une ketouba? Une ketouba, c'est un support sur lequel sont inscrits les engagements de l'homme vis-à-vis de la femme. Et à part l'expression bien connue de ceux qui vont la comprendre, un Sheera Kesuta Veonata, je suis quasiment certain que la grande majorité d'entre nous ne sait pas ce que c'est, ne sait pas de quoi, quelle est la teneur de l'engagement d'un homme vis-à-vis de sa femme. Mais j'en profite sans transition pour ajouter, et d'une femme vis-à-vis de son mari. Je vais donner quelques exemples. C'est vrai que dans la Ketouba, il est inscrit que le mari s'engage à nourrir sa femme. Et qu'il y a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y a des couples où c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je veux bien. On s'accorde, on s'arrange. Mais vous savez, quand par exemple, il m'arrive de croiser un Avrer Kollel qui était absent la veille et de lui demander qu'est-ce qui s'est passé hier. Il me dit non, tu comprends, ou vous comprenez, ça dépend. Notre enfant était malade, ma femme devait aller travailler, donc j'ai pas pu venir au Kollel. Je comprends pas. Il y a un problème dans ce qu'on appelle les engagements mutuels. Je suis tout à fait pour qu'un homme aide sa femme, mais je suis aussi pour que les tâches soient claires, que les rôles soient clairs. Et je crois que le premier souci d'un homme est de faire de sa femme une vraie femme. Et que le premier souci d'une femme doit être de faire de son mari un vrai homme. Et que ce qui a toujours protégé chez nous l'institution du mariage, c'est que les rôles sont définis. Voilà ce qu'on appelle les engagements mutuels. Ensuite, il faut comprendre la relation qu'il y a entre le respect et les sentiments. Vous savez que les sentiments rapprochent, alors que le respect éloigne. Respecter, c'est garder ses distances. Et que finalement, il y a un magnifique équilibre d'une extraordinaire fragilité, qu'on est obligé de comprendre comme un mécanisme d'horlogerie suisse. Ainsi, il est un tout petit peu défaillant. On risquerait de trop aimer, ça veut dire n'importe comment, de pas assez respecter, trop se rapprocher, ou au contraire, de trop respecter, donc de pas assez aimer, de garder des distances trop grandes. Ensuite, nous allons aborder les problèmes, les difficultés qu'un couple peut rencontrer. Mesdames et messieurs, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que dans la vie d'un couple, il y a des hauts, il y a des très hauts. Et
il est très important de savoir, quand on rencontre une petite difficulté, est-ce que cette difficulté s'appelle problème ou pas? Et il y a beaucoup de couples, et Laura Belchetrit pourrait le dire beaucoup mieux que moi, qui sont persuadés qu'ils vivent des drames, qui sont malheureux. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « Vous comprenez, Rav, je ne suis pas aimée ». Et de répondre en me faisant un kiff « Et alors ?» Qui a dit que c'est ça le problème? Il m'est arrivé un jour de recevoir un couple, ils m'ont raconté, et puis à un moment j'ai compris qu'ils avaient fini. Alors je leur ai dit « Et alors ?» J'ai pas compris, c'est quoi le problème? Et quand ils ont tenté de me l'expliquer, je leur ai dit « Mais vous savez, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer des couples comme vous tous les jours ?» Bon, il a fallu leur expliquer que c'était pas un problème, ça valait déjà la peine, le déplacement. Mais malheureusement, il y a aussi des couples qui sont pas conscients que leurs difficultés sont des vrais problèmes, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter, qu'il y a des choses contre lesquelles on doit se battre, contre lesquelles on doit lutter, que ce sont des problèmes, qui dit problème, dit solution, qu'on peut les résoudre. L'autre aspect de ce que je viens d'expliquer, c'est que des fois on a besoin d'aide. Il faut juste le savoir. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. On a trop tendance à croire que c'est honteux d'aller demander conseil, de se faire aider, mais c'est le contraire. Excusez-moi l'expression, c'est tellement idiot de ne pas profiter de tous ces gens qui sont capables de nous aider. Il faut faire la démarche. Et pour ça, il faut éveiller l'intérêt de ces couples, de nos couples, sur le fait que de temps en temps, on a besoin d'une aide extérieure. D'autres fois, des couples viennent vous voir en vous disant « Il n'y a pas de solution, il faut qu'on se sépare. » Peut-être. Mais j'ai une question. C'est la seule solution? Peut-être pas. Et ça, les couples, il faut qu'ils le sachent aussi, qu'il y a des fois d'autres solutions. La Torah fait elle fait une mitzvah magnifique du fait qu'un mari et une femme qui ont divorcé se remarient. C'est pas pour rien. Parce que même une rupture, elle n'est pas irréversible. Donc, a fortiori, elle n'est pas inéluctable. Mais, des fois, ma foi, il n'y a pas le choix. Alors, comment la vivre dans le respect de chacun? Dans les règles de la halakha, des lois, ne pas commettre d'erreurs. On a pensé, la rabbinite a soumis cette idée, de faire venir peut-être un jour un psychologue, un homme de loi, un avocat, qui nous expliquera les erreurs qu'on va conseiller aux gens de ne pas commettre. Mais, vous savez, il ne faut pas avoir honte de parler de ces sujets, parce que la Torah, vous le savez déjà, elle a parlé du divorce avant même de parler du mariage. Vous savez que les hommes ne sont pas très courageux, et encore moins avant de se marier. Donc si on leur avait pas dit qu'il y a un échappatoire, ils auraient peut-être eu très peur de s'engager, de prendre perpète. Ok, ouais, j'ai adoré. J'ai envie de refaire tout le cours, mais bon, il n'y a pas le temps. Alors après, on va parler du shidduch lui-même. Enfin après, pendant, avant, peu importe. Je ne vous parle pas de l'ordre des choses, mais des sujets qui vont être évoqués. L'importance de l'intermédiaire. Il faudrait que, mesdames et messieurs, vous soyez convaincus, vous qui êtes des chatranim potentiels, que vous soyez convaincus de l'importance de votre rôle. On va vous raccrocher au nez. On va vous envoyer balader. Ou alors, au contraire, on va vous saouler. On va vous appeler à pas d'heure. On va vous poser des questions pénibles, des détails. Vous croyez que je dois mettre une cravate bleue ou une cravate grise? Il va falloir répondre. Un chignon ou une mise en pli? C'est tout ce que je connais. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, excusez-moi. Je suis marié depuis quelques années. D'accord? J'avoue que c'est pas à moi qu'on a posé ce genre de questions. Oui, ce sont des questions. C'est vrai. Il faut savoir une chose, c'est que dans les yeshivot, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, ok, le shidduch est un sujet dont on peut débattre pendant
prendre des heures et des heures et des heures tous les jours. Donc on va vous les poser des questions. Et votre rôle est capital. Capital. Vous allez aplanir toutes sortes de petits différends. Vous allez rassurer. Et surtout, vous allez essayer de convaincre. Vous allez dire, celui-là, ça vaut la peine de le rencontrer. Ah, mais on m'a dit que... Et il va falloir argumenter. Pas facile, hein? Mais c'est un rôle qui est très important, capital. Ensuite, le Shidduch est une démarche. Une démarche. Il faut prendre son téléphone. Il faut appeler l'un, il faut appeler l'autre. Des fois, il faut convaincre les parents, les rabbinim. Je sais, moi, tous les gens qui se mêlent d'un Shidduch. De la part de ceux qui veulent se marier aussi, c'est une démarche. C'est vrai. Il y a des gens qui ont fait une quantité incalculable de Shidduchim, pardon. Et on va leur demander encore une fois d'aller raconter leur vie, de se dévoiler, de se mettre à table, de supporter certains défauts, de répondre à des questions pénibles. Je continue ? Non, c'est bon. D'accord. Ce que j'appelle une démarche. Ensuite, il faut comprendre, c'est très important, que dans un Shidduch, il y a des règles. Des règles, mesdames et messieurs. Des règles, ça veut dire qu'il y a, en hébreu, on appelle ça un takanon. Ça veut dire que il m'arrive de rencontrer des jeunes gens, il y en a peut-être ici d'ailleurs qui vont se reconnaître, tant pis pour eux, qui vous disent, sans être gênés, qu'ils sont sur plusieurs dossiers à la fois, vous voyez. Non mais c'est un drame. C'est un drame. Vous savez comment j'appelle ça? Du temps perdu. Comment voulez-vous vous marier si vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur un Shidduch? Mais les gens ne savent pas. Il faut leur expliquer. Il faut d'abord que vous en soyez convaincus. Il ne faut pas avoir de dire à quelqu'un, tu sais, si c'est comme ça, compte pas sur moi pour te présenter un Shidduch. Il y a des règles, il faut les respecter. Et enfin, dans un Shidduch, il faut beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il y a quelque chose qui me fait terriblement mal au cœur. C'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'une jeune fille, un jeune homme, et j'imagine que c'est la même chose en sens inverse, la première chose que fait cette personne, c'est qu'elle va voir une photo sur les réseaux sociaux de la personne dont on lui a parlé. Jusque-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, quand je me suis marié, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais il y avait la fameuse photo de toutes les filles de Get Set, je ne sais pas si vous la connaissez cette photo. D'accord, c'était une photo, 300 filles, ok? Et on vous disait, c'est celle-là. Bon, ok, c'est aussi nécessaire. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens vous disent, tu sais, finalement, la proposition, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas. Ils se sont pas rencontrés, écoutez bien, que déjà ils se respectent pas. Et le pire, c'est qu'ils vont peut-être se rencontrer. Et quand ils se sont rencontrés, souvent il arrive que des gens vous disent, au bout d'une seule fois, je veux pas continuer. Mesdames et messieurs, je vous pose une question. Celui à qui on dit, il veut pas te revoir, ou elle veut pas te revoir, comment il se sent? Mais c'est terrible. C'est un manque de kavod. Or, il faut que vous compreniez que la première chose qu'on doit apprendre pour se marier, c'est le kavod. Si l'autre ne se sent pas respecté, il y a une chance qu'il accepte de se marier. Donc tout ça, à ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut leur expliquer, ils ont peut-être commis des erreurs. Ils ont peut-être acquis des automatismes qu'il faut changer urgemment. Premier volet. Deuxième volet, c'est de nouveau le mariage, mais sous un aspect un peu différent. Dans le mariage, il faut savoir qu'il y a des règles, c'était la paracha de cette semaine, ce qu'on appelle les relations interdites. Il y a ce qu'on appelle, d'après la Torah, des déviances, des stiotes. Alors même si aujourd'hui c'est un débat qui n'est pas très populaire, mais c'est pas grave. Chez nous, c'est marqué dans la Torah. Je vais raconter une petite histoire, une petite anecdote que vous connaissez peut-être pas.
La première partie, elle est connue. Quelques semaines avant d'être niftar, notre père faisait sa chronique à la radio sur Radio J, comme tous les vendredis. Enfin, il enregistrait le jeudi soir. Et c'était la veille de la Gay Pride à Tel Aviv. Et mon frère, donc, qui s'apprêtait à lui passer le téléphone pour qu'il fasse sa chronique, juste avant, il lui a, je ne sais pas, montré un article ou je ne sais quoi. Et mon père, il était bouleversé. Et du coup, quand il a commencé à parler, alors qu'il avait prévu de parler d'autre chose, il nous l'a dit, il a parlé de ça. Il a eu des mots très durs. Mais attention, il n'a fait que répéter ce qui est marqué dans la Torah et ce que les Chachamim ont expliqué. Il n'y a aucun moment après le tollé que ça a provoqué, il a cherché ni à s'expliquer, encore moins à s'excuser, et encore moins à revenir sur ce qu'il avait dit. Écoutez bien. Notre père est niftar le 22 Elul. Pendant l'Yeshiva, nous avons reçu une convocation au tribunal par je ne sais plus quel organisme qui l'attaquait en justice. Virgule. C'était pour moi l'un des plus beaux espédimes qui a été prononcé sur mon père. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont écrites dans la Torah. Donc on va expliquer aux gens, attention, permis, interdit. Il faut leur dire, vous savez, ils ne savent pas toujours. Un jour, il m'est arrivé de recevoir un couple qui vivait une situation très difficile. Et le mari, il avait envie de divorcer. Et il me dit, vous savez, j'aurais jamais dû me marier avec elle. Je dis, moi, pourquoi? Il me dit, oui, moi je suis Cohen et elle a un passé comme ceci et comme cela. On n'aurait pas dû se marier. Alors je dis, ouais, pourquoi tu t'es marié? Il me dit, parce que un rave m'a donné l'autorisation, etc. Du coup, je t'ai embêté. Est-ce qu'il faut faire Shalom Bayit ou pas? Je suis allé poser la question à un Dayan, qui a répercuté la question à un autre Dayan. Écoutez bien, c'est arrivé aux oreilles de Rav Ovadia Yosef à la Shalom. Rav Ovadia Yosef, il ne faisait pas dans la dentelle. Quelque temps après, il a rencontré le Rav en question qui avait donné ce Ishour. Il lui a fait un scandale. Un scandale. Et moi, vous savez ce que m'ont dit les rabbinim? Ne fais pas Shalom Bayit. C'est dur, hein? C'est dur. Mais ça veut dire qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que ce shidour, si shidour il y a eu, n'aurait jamais dû avoir lieu. Il faut le savoir. On va parler, par exemple, de la première année du mariage. Un rabbin Chétrit en a parlé, les UV. C'est quoi UV d'ailleurs? Unité de valeur, Razak, merci. Parce que quand il a dit c'est pas pour bronzer, je lui ai dit malade, je connaissais que ça, moi. La première année, elle est fatidique, décisive, déterminante, dans tous les cas importante. Mais la première année, il faut s'y préparer aussi. Quand on est dedans, c'est déjà trop tard. Et enfin, dans le mariage, il y a aussi la perspective d'un changement. Voilà, je suis désolé d'annoncer à tous les célibataires, encore célibataires, vous allez vous marier, tout va changer. Et n'essayez pas de vous accrocher à ce que vous voulez conserver, peine perdue. D'accord? Dans le Shidour, donc on a parlé de ces alliances problématiques, le Cohen, la divorcée, le veuf. Il y a des gens qui sont plus sensibles. Il y a des gens qui ont été mariés plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on peut leur présenter à eux? Là aussi, il y a un certain savoir dont on a besoin d'en être informé. Un chômeur négia. Vous savez, vous avez le droit d'imposer. Il faut expliquer aux jeunes que le Shidour, comme l'a dit Rabben Chétrit, vous avez beaucoup insisté sur cette idée qui est tellement importante. Combien de siyata d'Ishmaïa, combien d'aide d'Hachem est importante et décisive pour qu'un Shidour marche ou pas? Alors s'ils font n'importe quoi, ma foi, on n'a aucune chance. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Et puis, on n'a peut-être pas envie d'être associé à ça non plus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire, voilà, je vais présenter quelqu'un, mais je t'avertis, il y a des règles. Vous dites, ils font ce qu'ils font, c'est plus votre problème. Il y a des fois, souvent, un décalage de
religiosité. Ça se gère, ça aussi. Moi, il m'arrive d'entendre des gens qui disent « C'est pas grave, hein, ça me dérange pas d'épouser quelqu'un qui ceci ou qui cela. » Des fois, ça me choque. Des fois, pas du tout. Je pense être quelqu'un de relativement ouvert. Mais il y a des alliances problématiques. Vous savez, c'est déjà suffisamment difficile. Alors autant mettre toutes les chances de notre côté. Ce sont des mécanismes qu'il faut clarifier. Enfin, sur l'éducation, on expliquera quelques principes de base. Et surtout, la relation avec les enfants des précédents mariages, qui est une partie intégrante de beaucoup de shidduchim. Voilà, mesdames et messieurs, une vue générale des différents sujets. Les rabbinim qui nous parleront, écoutez bien, pour nous, il y avait 2 critères. Madame Rabbinit Elkrieff, elle était très claire là-dessus, et je la suis à 100%. Il faut que ce soit des gens de confiance, ça veut dire, évidemment, Yirat Shamayim, surtout un kfoufim au Gdolei Torah, ça veut dire qu'il faut qu'ils suivent l'enseignement des plus grands. Et deuxièmement, il faut qu'ils soient compétents. Et vous savez, aujourd'hui, la Torah, Baruch Hashem, elle est tellement facile d'accès. Et cette facilité, cette recrudescence de shiurim, elle a donné quelque chose de très beau, de très intéressant. C'est qu'il y a, Baruch Hashem, des rabbanim qui sont extrêmement compétents dans certains domaines. Et parmi les qualités tellement nombreuses de la Rabbinit Elkrieff, elle sait vous dire, dans chaque domaine, qui est le meilleur. Et elle a déjà une liste. Donc, si Dieu veut, nous avons rendez-vous mercredi avec l'organisme de Harachim pour essayer de leur piquer quelques conférenciers, parce qu'il faut avouer que la compétence dans ce domaine est très importante. En d'autres termes, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vous enrichir d'une part de belles paroles qui pourront vous aider dans votre vie, à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, mais également que les connaissances soient claires, que vous puissiez ressortir avec un bagage qui vous permettra d'en faire ce que vous voulez, mais surtout, et c'est notre but, surtout d'aider les autres. Ils ont besoin de nous. Mais pour les aider, il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Le shidour, c'est très important, mais c'est aussi très délicat. Il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi. Il faut que quand vous présentiez à quelqu'un à quelqu'un d'autre, si ça ne marche pas, il faut qu'il garde son entière confiance en vous. Vous savez, des fois, je connais des jeunes qui ont rencontré, ça n'a pas marché, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bien du coup, quand la même personne leur propose encore quelqu'un d'autre, ils n'ont pas envie d'y aller. Peut-être c'était la bonne. Il y avait un très grand rave en France, qui est Niftar. J'ai pas envie de dire son nom parce que j'ai peur de déformer, mais pourtant il avait raconté cette histoire, il y avait beaucoup de monde, j'étais pas le seul. Il nous a raconté qu'il s'est marié un peu tard, et qu'il a rencontré sa femme en shidour, et que le shidour n'a pas abouti. Et il a continué à rencontrer des jeunes filles, la jeune fille a rencontré d'autres jeunes hommes, ça n'a pas marché, et 7 ans après, ils se sont re-rencontrés et ils se sont mariés. Et sa femme nous a raconté qu'un jour elle lui a dit, tu te rends compte, on a perdu 7 ans. Et lui il a dit, on n'a pas perdu 7 ans, on n'était pas prêts. Mais moi je me suis toujours demandé, mais comment après 7 ans, on est prêt à rencontrer la même personne? Souvent quand vous parlez à des jeunes qui ont essayé, vous leur dites, tu veux pas retenter? Vous dites, non, c'est bon, je connais le dossier. Mais alors je vous assure, si c'est fait sérieusement, avec méthode et rigueur, ça peut ne pas marcher, mais ça peut marcher une deuxième fois. Et si ça ne marche pas, quand vous allez reproposer quelqu'un d'autre, on continuera de vous faire confiance, c'est tellement important. C'est ce que je disais tout à l'heure, quant au rôle que joue le chatran ou la chatranite. Dans une formation, il est impératif qu'il y ait ce qu'on appelle les 3 phases de la formation,
de l'action et de l'application. Et c'est aussi ce qu'on voudrait vous donner. Voilà pourquoi on s'adressait à des gens compétents, dont le but c'est de vous permettre de ressortir avec un bagage. Rav Ben Chetrit a dit une idée que j'adore tout à l'heure. Quand on enseigne la Torah, on ne fait que suggérer. On espère susciter une envie, mais on n'est pas sûr. C'est pas grave, c'est pas un échec. On parle, il y a X gens qui nous écoutent, combien vont capter, et puis si vous demandez aux gens de répéter ce que vous avez dit, chacun vous dira autre chose. Dans une formation, c'est pas comme ça. On veut clarifier un sujet. Je voudrais remercier particulièrement, si vous le permettez, les Avrechim et les femmes d'Avrechim qui sont venues ce soir. Je voudrais vous dire que je souhaite de tout cœur que vous soyez des nôtres dans cette formation. Parce que vous avez non seulement, j'espère, vous aurez cette motivation, mais vous avez également la chance d'étudier la Torah. Et donc de donner une dimension supplémentaire à cette démarche qui s'appelle le Shidour. Voilà. J'ai bientôt fini. Je voudrais qu'avant de partir, vous remplissiez tous des fiches. On reviendra vers vous, parce que je vous dis franchement, étant donné, voilà, tout à l'heure, beaucoup de jeunes sont venus, mais là, je crois que ils ne sont pas restés. D'ailleurs, je m'excuse, Rav Ben Chetrit était censé les prendre à part, je me suis oublié, je suis désolé. Ok. Vous comprendrez aisément qu'en dessous d'un certain âge, on ne peut pas accepter les gens à cette formation, que dans certains cas particuliers, on va penser que pour eux, ce n'est pas judicieux de suivre cette formation. Il y aura des cas où on se tournera vers, on a choisi un rave, la rabbinite Elkrief et moi-même, à qui on soumettra toutes ces questions-là. Donc on reviendra vers vous avec les inscriptions pour vous dire que vous êtes admis dans cette formation très humblement. Il faut donc que vous vous inscriviez. Vous pouvez demander aux dames qui sont assises à ma gauche tous les renseignements que vous voulez à côté des tables. Il faut savoir que cette formation sera payante. Payante, alors je tiens à préciser que même si vous payez tous, vous ne couvrirez pas tous nos frais. Nous, on est prêt à faire l'effort qu'il faut. Ce qu'on vous demande, c'est pas de couvrir ces frais. On veut juste que ce soit organisé. On veut juste de votre part un engagement. Tout ce que nous allons mettre à votre disposition, encore une fois, on veut que vous soyez dans les meilleures dispositions pour pouvoir en profiter. Et enfin, on va vous soumettre des dates. On va essayer de se voir toutes les semaines. Il y aura 2 conférences par semaine. Et j'essaierai, moi, d'être là pratiquement toutes les semaines. Malheureusement, j'ai des déplacements prévus. La rabbinite aussi. Ce qu'on essaiera de faire, la rabbinite et moi-même, après, c'est justement de faire des synthèses. Ça nous intéressera beaucoup d'entendre comment vous avez capté les messages de ces rabbinim et quel est le meilleur moyen de les mettre à profit et de les utiliser. On aimerait convaincre encore beaucoup d'autres personnes. Ici, en France aussi, la rabbinite, avec ma mère, d'ailleurs, ont l'intention de poursuivre cette action en France aussi. Voilà pourquoi notre caméraman qui est là, David, c'est ça, est à votre disposition. Nous aimerions, pour ceux d'entre vous qui en ressentent la possibilité ou l'envie, d'avoir des témoignages. Vous aussi, peut-être que dans votre vie, vous avez un peu de mal à vous marier, et puis un jour, quelqu'un est venu vous voir, avec une proposition. Et cette proposition, elle a changé votre vie. Alors vous allez nous encourager, et peut-être qu'on racontera vos témoignages à d'autres jeunes, pour lesquels on espère que bientôt ils vivront cette même expérience. Enfin, et c'est le dernier point que je voudrais aborder, pour que cette formation ait un vrai sens. La dernière idée que de ce soir de la rabbinite Elkrief, c'est que dans quelques mois, peut-être Rosh Chodesh Elul, donc début septembre, on sera en plein cours de la formation. On voudrait organiser un grand Shabbat, avec beaucoup de célibataires. On a imaginé un hôtel pour les jeunes hommes, un hôtel pour les jeunes filles, avec des moments évidemment où ils pourront se rencontrer.
Mais surtout un Shabbat auquel vous participerez de façon justement à connaître des jeunes, à mettre en pratique cette expérience. On veut du tachles. On veut être concret. Ici, ne peut dire qu'il ne connaît pas quelqu'un de très proche, qui a véritablement besoin qu'on l'aide à se marier. Alors vraiment, encore plus que d'habitude, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. J'espère, si Dieu veut, que nous aurons vraiment beaucoup d'Atzlacha. Encore une fois, merci à Rav Ben Chetrit, que nous n'hésiterons pas à redéranger pour profiter de la richesse de votre expérience et de vos enseignements et de tant d'autres rabbinim. Merci de votre écoute ce soir. Et attendez, je n'ai pas terminé. Et avec beaucoup de hâte et de plaisir de vous retrouver, si Dieu veut, ici la semaine prochaine. Nous vous communiquerons dans les jours prochains le thème de la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Les filles, excusez-moi, notre caméraman est là. Allez, on fait un premier geste de patriotisme pour cette mitzvah qui va à toutes nous unir. On parle, quelques mots, un petit encouragement. Pensez à toutes celles qui vont voir cette petite vidéo et être encouragées à nous rejoindre à cette belle mitzvah. Vous êtes là. Maintenant, n'oubliez pas de laisser vos feuilles d'inscription. Et pour les messieurs également, les feuilles d'inscription. Les jeunes filles et les jeunes hommes peuvent s'inscrire.